Bonjour à tous, c'est Max au carré. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va essayer de trouver une caractérisation aux matrices antisymétriques, c'est-à-dire trouver une propriété que ces matrices vérifient et seulement ces matrices la vérifient. La propriété, ça va être que pour tout vecteur colonne, toute matrice colonne donc de l'espace Mn1 de K, donc K c'est R ou C, xt à x, ce produit matriciel-là, est nul. Donc s'il y a cette propriété, alors la matrice est antisymétrique et réciproquement, si elle est antisymétrique, elle vérifie cette propriété. Donc on va d'abord s'attacher à montrer le sens réciproque. Et avant de faire ça, on va essayer de réfléchir un peu à qu'est-ce qu'on a comme hypothèse et à quoi on veut arriver comme conclusion. Donc on a que xt à x égale 0. Et donc quand on a un produit matriciel, il faut toujours un peu se demander est-ce que ça colle? Est-ce qu'on a bien le droit de multiplier toutes les matrices entre elles? Donc si on a x qui est dans Mn1 de K, xt, donc ça va être une matrice ligne, va être dans M1n de K. Donc oui, a priori, on a bien le droit de faire le produit matriciel. Xt à x, ce sera un truc de la forme, donc une matrice ligne, comme ça, fois donc la matrice A, qui est de taille n. Donc ça va nous donner, si on fait itérativement d'abord xt, ça va nous donner ce truc-là, donc une ligne. Et ensuite, on va refaire cette ligne fois la matrice colonne x. Ça va nous donner un truc encore compatible, un produit scalaire, un truc de taille 1. A l'inverse, si on fait d'abord le truc de gauche, ça va nous donner un truc de taille 1, parce qu'on a bien n et n ici. Et ça, quand on va remultiplier par le vecteur ligne, et ça va nous donner un truc de taille 1. Donc on obtient que xt à x, en fait, c'est un truc de taille 1. Donc en fait, on peut l'associer tout simplement à un nombre quelconque, un scalaire. Donc ça, c'est super intéressant, parce qu'en fait, pour calculer ce produit matriciel, normalement, pour calculer un produit matriciel, on a besoin de calculer n'importe quel coefficient de la matrice, et bien là, on aura besoin de calculer qu'un seul coefficient. Donc c'est super important d'abord de se dire que ce truc-là, en fait, c'est un réel ou un complexe. Maintenant qu'on sait ça, on va essayer de dire ce que veut dire être antisymétrique. Donc la définition, c'est A est antisymétrique, c'est que sa transposée, c'est égal à son opposé. Est-ce que c'est judicieux de partir là-dessus au vu de cette hypothèse? A priori non, parce que cette hypothèse, si elle est vraie pour tout x, matrice colonne, on va vouloir utiliser des x pertinents pour pouvoir conclure sur l'antisymétrie de A, mais a priori, cette expression fait disparaître tout x pertinent qu'on pourrait utiliser. Alors ici, la forme qui va être plus intéressante à utiliser, ça va être la caractérisation sur les coefficients de A. Donc en effet, si on se représente une matrice antisymétrique, par exemple juste ici, déjà on est obligé d'avoir des zéros sur la diagonale, et quand on va renverser les coefficients, donc quand on va transposer, on doit trouver l'opposé de A. Donc quand on doit mettre le 1 ici, le moins 2 ici, etc. Donc ici c'est un moins 1 d'ailleurs. On doit trouver l'opposé de A, ce qui est bien le cas. Parce qu'ici AT, ça va nous donner, donc hop, 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 hop. On voit bien que quand on a fait la transposée, quand on a mis les trucs de ce côté-là, les trucs de ce côté-là par rapport à la diagonale, on obtient bien moins A. C'est comme si on avait mis un moins partout. Donc en fait, on obtient la caractérisation importante sur les coefficients que le coefficient symétrique, ici par rapport à la diagonale, ça va être l'opposé du
coefficient. Donc, si on écrit ça en termes mathématiques, ça veut dire que pour tout, donc IJ, donc ça va être des indices hein, dans un n carré pour une matrice carrée. On a le coefficient AJI. Donc on prend J quelconque ici et I quelconque. Par exemple, J égale 2 et I égale 1. Et ça va être l'opposé de AJI. Et de AIJ, justement. Si on a pris J égale 2, ben on va aller non pas sur la deuxième ligne, mais sur la deuxième colonne. Et au lieu d'aller sur la première colonne, on va aller sur la première ligne. Et on va bien trouver l'opposé de notre coefficient. Donc ça, c'est super important. Et on va essayer de conclure avec ça. Maintenant, il va falloir trouver des matrices colonnes pertinentes pour conclure. Et là, la petite astuce, ça va être d'utiliser d'abord les coefficients diagonaux. Ici, on voit que pour montrer que A est antisymétrique, il va falloir notamment montrer que ces coefficients diagonaux sont nuls, parce que si on utilise cette propriété avec les coefficients diagonaux, ça nous fait notamment que AII, donc c'est les coefficients diagonaux, sont égaux à moins AII. Et donc, un nombre qui est égal à son opposé, ça veut nous dire que AII est nul. Et on a une hypothèse sur quelque chose qui est nul. Et là, il va falloir un peu se débrouiller pour essayer de trouver une matrice colonne pertinente qui nous fait obtenir, au final, un coefficient diagonal. La matrice colonne pertinente à prendre, ça va être la matrice élémentaire EI. Donc on va prendre I qui est dans un n, et EI, quand je dis matrice élémentaire, ça veut dire qu'il y a des zéros partout, sauf à la position I, et donc à la position I où il y a un 1. On va essayer de calculer EIT AX. Donc EIT, qu'est-ce que je dis XT AX. Donc ici EIT AEI. A priori, ça fait 0, d'après l'hypothèse, d'une part. Mais qu'est-ce que ça fait si on fait le produit matriciel? Donc un produit matriciel a un coefficient, comme on a dit. On peut d'abord calculer le produit AEI. On peut dire que ça va être... non, justement, on peut dire qu'on va calculer le produit de ça avec AEI. Donc on sait que c'est une somme. Somme, par exemple, de k allant de 1 à n, du coefficient EIT, en position donc 1k, hein, on calcule le coefficient 1, 1, qui est juste ici. AEI, donc le coefficient K1, c'est ce que je disais. Hein. Donc là, ici, on va aller se balader sur les colonnes, et là, on va aller se balader sur les lignes, avec notre K. Ici, on a encore un produit matriciel à calculer pour obtenir ce coefficient K1. Et donc, on a encore un truc, une somme à obtenir. On va faire la somme de P allant de 1 à N des A, K, P. Et donc, EI, P1. Et si on simplifie tout ça, on va avoir une double somme. On va avoir AKP. On va avoir EI, K1, puisque tout simplement le coefficient ici de la transposée, eh bien ça va être le coefficient de la matrice d'origine où on est venu intervertir ligne et colonne. Donc on se retrouve avec une expression comme ça. Et là, on va utiliser nos hypothèses sur la matrice élémentaire EI. Elle vaut 0 partout, hein, sauf en position I. Donc il faut notamment que par exemple P soit égal à I. Donc tous les autres P dans la somme qui ne valent pas I, ça va faire 0. Donc on a juste à arrêter cette somme à I, pour P égale I. Ça va donner AKI. Et quand P égale I, on a un 1. Donc on a juste fois 1.
Et là, on va réitérer la même chose. Cette somme-là, hein, elle vaut 0 partout. Parce que partout, sinon, quand k est différent de i, ça vaut 0. Par contre, quand k égale i, ça va valoir 1. Et donc, on va s'arrêter, on va prendre le ième terme. Le ième terme, ça va être aii. Et donc, on obtient que EIT AEI, ça va être le ième terme, juste ici. D'autre part. Et donc, on a calculé de deux manières différentes ce EIT AEI. On sait qu'il vaut 0 par hypothèse, et on sait aussi qu'il correspond au coefficient diagonal de notre matrice. Et donc, en identifiant des deux côtés, on obtient que tous les AII sont nuls, donc tous les coefficients diagonaux sont nuls, ce qui est déjà une première bonne chose pour montrer qu'une matrice est antisymétrique. On va essayer désormais de montrer que les autres coefficients vérifient la propriété ci-contre, AJI égale moins AIJ. Et pour ce faire, je vais d'abord donner un résultat assez important qui va nous permettre de conclure. Ça va être le suivant, c'est que si je prends IJ, donc des indices qui se baladent dans un N, on va avoir EIT AEJ qui va être le coefficient AIJ de la matrice. Et EJT AEI qui va être son coefficient AJI. Et ça, c'est assez facile de le voir si on généralise la démonstration qu'on a faite juste avant. Donc juste avant, on disait que... tiens, je vais essayer de faire comme ça. Si on arrive à voir les deux choses à l'écran. Ça a l'air d'être pas si mal. Voilà, je vais descendre un peu. Et donc, si ici, on a juste à remplacer donc EJ, EI là, par EJ. Eh bien, on va obtenir ici EJ, EJ et EI. Et donc, la somme des P, donc la somme sur les P, elle va s'arrêter quand non pas P va valoir I, mais P va valoir J. Donc il va falloir replacer ici, à la place de P, un J. Et donc le K, ce sera le même, et ça fera simplement IJ. Et symétriquement, si on prend d'abord EJT de ce côté-là, ça va nous donner un J ici pour le K et un I pour le P. Donc on va bien avoir un I à droite et un J à gauche. Et donc on pourra conclure de la même manière que ça fait AIJ ou AJI. Donc ça, c'est un petit résultat qui va nous permettre d'avancer. Et ce petit résultat, il faudra donc le coupler à un autre vecteur intéressant qu'on va prendre. On va prendre pour vecteur x, cette fois-ci, EJ plus EI. Donc si on représente, ça va être... hop, il y aura un 1 en position J et un 1 en position I. Ah oui, cette fois-ci, on va prendre J différent de I parce qu'on a déjà traité le cas où J égale I, le cas des termes diagonaux. On a montré qu'ils étaient nuls. Et donc cette fois-ci, on va calculer EJ plus EI T à EJ plus EI. Et ça, on sait que ça vaut 0, d'une part, par hypothèse, parce que c'est vrai pour tout vecteur x, ce truc-là. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer EJ plus EIT, voilà, fois A, EJ plus EI d'une autre manière. Donc là, il va falloir utiliser la bilinéarité du produit matriciel. Donc d'abord, on va utiliser la linéarité de la transposée aussi. Ça fait EJT plus EIT. Ensuite, ici, on a A. Donc, comme j'ai dit, bilinéarité du produit matriciel, ça fait AEJ plus AEI. On développe comme si c'était un produit normal. Ensuite, il faut encore développer dans tous les sens. Donc, on a du EJT AEJ plus du EJT AEI plus du EIT AEJ plus du EIT AEI.
Mais les EJT, AEJ, on les a déjà calculés, EIT, AEI, on les a déjà calculés, hein, c'est des termes diagonaux, on sait qu'ils valent tous 0. Même par hypothèse, hein, xt à x, ça vaut 0. Donc on va remplacer 0, et on va trouver du EJT AEI plus du EIT AEJ. Et ces trucs-là, on a dit que ça correspondait tout simplement au coefficient de la matrice en JI ici et en IJ ici. Et donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec ça? Eh ben, on va pouvoir identifier, hein. On sait que ça vaut 0 d'une part, et on sait que ça vaut ce truc-là d'autre part. Donc on a que AJI plus AIJ vaut 0. Et ça, si on retourne le truc, si on met un moins de l'autre côté, on a bien notre condition d'antisymétrie qui est juste ici. C'est que le coefficient de la transposée, donc le coefficient JI, c'est l'opposé du coefficient de la matrice de base. Donc c'est parfait, on a réussi à faire notre premier sens. Et maintenant, on va essayer de faire le deuxième. Et alors le deuxième, on peut conclure vraiment de manière très rapidement. Si on a une bonne astuce que je présenterai un peu plus tard dans la vidéo. Donc pour ceux qui sont pressés, vous pouvez aller directement à l'astuce dans le chapitrage. Mais là, je vais d'abord essayer de mettre les mains dans le cambouis et de calculer ce xTax avec la formule du produit matriciel. Donc ici, on doit supposer que A est antisymétrique. Donc ici, hop, ensemble des matrices antisymétriques, donc pas forcément de R, hein, de K, voilà. Et donc, on va prendre X qui est dans Mn1 de K. On va montrer que xTax est nul. Donc là, comme on a dit tout à l'heure, il n'y a qu'un seul coefficient. Donc la formule du produit matriciel, on a besoin de calculer qu'un seul coefficient, le coefficient 1, 1 en l'occurrence. Hein. Et donc on va faire comme tout à l'heure. Donc on va d'abord calculer par exemple la somme de k lambda 1 n, le produit matriciel de xt avec ax. Donc on avait dit que c'était 1k, hop là, ax k1. On réitère. Et on arrive exactement à la double somme de tout à l'heure. Donc là, je vais un peu plus vite. Hein. Hop, AKP, on a du x K1, x P1. Mais en gros, si vous voulez des rappels, hein, c'est exactement ce qu'on a fait tout à l'heure pour calculer ce truc-là. Et on est assez rapidement obtenu cette double somme. Donc là, c'est dans le cas d'un vecteur x quelconque. Et là, on n'a pas les hypothèses sur les EI, EJ, etc. Et on va devoir essayer de conclure. Et donc là, exactement comme tout à l'heure, il va falloir utiliser les hypothèses sur les coefficients de la matrice. Parce que là, on dispose de coefficients Kp, il va falloir utiliser ce truc-là à un moment ou à un autre. Il va falloir utiliser que les termes diagonaux sont nuls à un moment ou à un autre. Et donc, a priori, ça risque d'être super compliqué. Et c'est là que faire un dessin aide beaucoup. Qu'est-ce qu'on fait quand on fait une sommation double? En fait, on est en train de sommer sur les termes d'une matrice, tout simplement. Ça, ce n'est qu'une matrice, en fait. On peut l'appeler, par exemple, matrice M, et dont les coefficients vont être AKP, XK, XP. Ou donc KP sont dans N1, N carré. Et cette matrice M, eh bien, elle est antisymétrique. Pourquoi? Parce que si on prend le coefficient de la transposée, ça va nous donner APK X, donc P1 et XK1. Et qu'est-ce qu'on sait sur APK? On sait que c'est moins AKP par hypothèse de donc moins AKP, hypothèse d'antisymétrie de A. Et donc là, donc si on calcule M
PK, voilà. Et ben on obtient tout simplement moins le même coefficient, mais en KP. Ça, c'est MKP. Mais il y a un KP, KP, et là, c'est PPK. Donc en fait, quand on transpose cette matrice, on obtient son opposé. Donc cette matrice M, elle est aussi antisymétrique de la même manière que A. Donc ça vient du fait que tout simplement on utilise l'hypothèse d'antisymétrie sur A. Et pour X, P et K, comme on a un produit des deux, ça change rien si on les place comme ça, on les place comme ça. On a cette matrice qui est aussi antisymétrique. Donc où c'est que je veux en venir? Vous allez me dire, eh bien, je disais que quand on sommait de manière double, c'est comme sommer tous les termes d'une matrice. Et donc, quand on somme les termes de cette matrice et qu'on sait qu'elle est antisymétrique, ça peut être intéressant de réorganiser la sommation. Parce que pour l'instant, qu'est-ce qu'on fait quand on est en train de sommer cette matrice? On fait varier d'abord tous les K, hop, et ensuite on fait varier tous les P. Donc on prend une première valeur de K, K égale 1, et on fait toute cette sommation-là. On prend une deuxième valeur, hop, on fait toute cette sommation-là. On prend une troisième valeur, hop, on fait toute cette sommation-là. Et on prend une énième valeur, on fait toute cette sommation-là. Donc a priori, c'est pas très pertinent pour utiliser l'hypothèse d'antisymétrie de cette matrice-là. Parce que l'hypothèse d'antisymétrie pourrait grandement nous simplifier la vie et simplifier cette somme. Donc on va essayer de commencer à utiliser cette hypothèse d'antisymétrie. Notamment une hypothèse intéressante, c'est que tous les termes diagonaux sont nuls. Donc on sait que quand on va parcourir P et qu'on va arriver sur du K, donc les termes diagonaux MKK, on aura du 0. Donc déjà, on sait que la sommation elle va un peu se dérouler de cette manière-là. On va avoir une grosse diagonale de 0, ici, 0. Quand on fait varier le K, quand on fait varier le P, hop, déjà, on peut scinder la somme de cette manière-là, et ça va bien se passer. Et là, on se dit, tiens, mais on a bien utilisé une première hypothèse, mais comment utiliser que MPK égale moins MKP? Comment utiliser l'hypothèse de antisymétrie pour les autres coefficients qui ne sont pas diagonaux? Et c'est là que on va en fait essayer de sommer cette sommation. Donc maintenant, triangulaire, on a deux sommations triangulaires différemment. Ça, on peut aussi le sommer de cette manière-là. Donc là, on met les K, etc. Là, on est sur deux sommations maintenant. On va toujours sommer cette sommation comme ça. Et on va renverser l'autre sommation de manière à faire apparaître le symétrique de celle-ci par rapport à l'axe on va dire la diagonale. Donc si au lieu de prendre chaque valeur de K, hop, est sommée de, donc ici on sera K plus 1 jusqu'à N, au lieu de faire tac, 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 si à la place on prenait pas chaque valeur de P, donc on commençait ici, tac, 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 et on commençait à descendre, 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 et en fait on se retrouve avec exactement l'opposé de ce qu'il y a là, parce que là, ce terme-là est égal à moins ce terme-là il est égal à moins ce terme-là, donc ça plus ça, 0, ça plus ça, 0, ça plus ça, 0, ça plus ça, 0, ça plus ça, 0. Et donc, en utilisant cette méthode de sommation, on arrivera bien à montrer que notre somme sera nulle. C'est pour ça que j'aime beaucoup tout calculer dans cet exercice, parce que c'est vraiment super intéressant. Ça exerce vraiment la méthode de sommation et un peu la recherche de manière géométrique, matricielle, avec des dessins. Et donc, on va essayer de formaliser tout ça. Maintenant qu'on a le dessin, ça devrait être super facile. Donc, on a dit qu'on en était à xtax, 1, 1. On a dit que c'était la somme double. P 1 à n, d akp, xk1, xp1. Et donc, on a dit que première étape, on allait couper au niveau des coefficients diagonaux parce qu'ils sont nuls.
Donc, relation de Chasles, on va prendre la somme qui va de 1 à k-1, de a kp xk1 xp1, plus la somme qui va donc de p allant de k plus 1 à n akp xk1 xp1. Et donc, le terme en p égale k, on a dit qu'il était nul. Et là, il y a peut-être un problème d'indice, vous allez me dire, si k égale 1, si k égale 1, on a une somme de 1 à 0. Et en fait, c'est normal, parce à quoi correspond cette première somme? Bah, tout simplement cette somme ici, juste ici. En fait, ça va être plutôt une somme qui va commencer de 2 à n, et du coup, il n'y a pas de terme avant. On a pris le terme en 0, et oui, voilà, ça correspond à un terme qui est ici. Du coup, en fait, il est nul. Et pareil pour la dernière somme, si k vaut n, on aura une somme de n plus 1 à n, mais en fait, ici, il n'y aura que la partie inférieure de la somme, donc L, le terme diagonal qui est nul, et ici, il n'y a rien. Là, pareil, on n'aura que cette partie-là de la somme, le terme diagonal, et ensuite, on n'a rien. Mais les conventions nous aident bien, et nous disent que de toute manière, ça fait 0 et qu'on n'a pas à s'en préoccuper. Ça fait des sommes vides où l'indice inférieur est plus grand que l'indice supérieur. Ensuite, on va essayer de faire comme ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc là, on a identifié notre première somme triangulaire. Donc la somme triangulaire, comme j'ai dit, ça, c'est la partie qui est ici, où les P, tac, 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 ils vont être inférieurs au K. Et ici, on va avoir la partie où les P, ils vont être plus grands que les K. Et donc, il manque plus qu'à retourner la somme triangulaire. Je vais mettre comme ça. Retourner cette somme triangulaire pour la sommer dans ce sens-là. Donc, comment retourner cette somme triangulaire? Bon, d'abord, je vais écrire la première somme qui était juste avant. AKP XK1 XP1. Comment retourner cette somme? Bon, on sait que au lieu de faire varier K de 1 à N, cette fois-ci, on va aller faire varier P de... Ah, P de 1 à N. Non, ça va être P plutôt de 2 à N. Hein. On va voir que ici, en fait, on commence non pas à 1, mais on commence à 2. Ça, très important. On commence à 2. Et ensuite, on voit qu'on fait varier K. On le fait varier de 1. Hein, à chaque fois, ça commence au premier terme. Et ça va finir non pas à N, non, ça va finir juste avant le terme diagonal. Donc le terme diagonal qui correspond à P. Et ça va finir juste avant, ça va se terminer en P-1. AKP XK1 XP1. Donc si vous avez un peu de mal avec ça, il faut écrire les inégalités. On sait qu'on a par exemple P qui va être inférieur ou égal à K-1. K-1 qui va être inférieur ou égal à N-1. Donc si on a P qui est entre K-1 et 1, avec cette inégalité-là, ici on va pouvoir en déduire K-1, tiens, qui est entre 1 et N-1. Et ça va nous donner que K varie entre 2 .
Ah non, oups, j'ai pris la mauvaise somme. C'est pas du tout cette inégalité-là. C'est ici les inégalités. Donc on a bien voilà, k plus 1, voilà, p qui va être qui va jusqu'à n. Donc on a k plus 1 qui va être supérieur à 1 plus 1, qui est égal à 2. Et ça va nous donner tout simplement que p va varier entre 2 et n. Et à l'inverse, si on met un moins 1 partout, on aura bien que k sera entre 1 et p-1. Ça c'est bon. On a réussi à faire notre changement triangulaire. Et donc là, on obtient cette somme plus cette somme. Et qu'est-ce qu'on peut faire là-dessus? Ah bah oui, il faut utiliser l'hypothèse d'antisymétrie. Donc là, on va dire que, tout simplement, donc on va réécrire les sommes. Et donc on a moins le coefficient AKP, APK justement. APK. Là, on se dit, mais on est vraiment pas loin, il manque quelque chose. C'est que là, on a une somme sur P, une somme sur... donc là, c'est pas K, c'est P-1 justement. Une somme sur K. Putain, comment on pourrait faire? En fait, ça change rien. C'est des indices muets. On peut commencer à K ou à P. On s'en fiche. Donc, c'est-à-dire que là, on va garder ça. Ici, on va commencer à K. Pourquoi pas, hein? Ça revient à faire la même chose, hein, finalement. Donc là, on va encore échanger, hein, puisqu'on a échangé K et P. Donc là, pareil, xp1, xk1, ça change pas le produit. Au final, tiens, on recommence à avoir quelque chose vraiment qui est pas mal. C'est à peu près la même somme, mais il y en a une qui commence à 2 et une qui commence à 1. Est-ce que c'est problématique? Donc a priori, on peut enlever tous les termes de 2 à n. Ça fait 0. Et il ne reste plus que le terme en 1. Et le terme en 1, c'est quoi? C'est donc une somme de 1 à 1 moins 1. Ah bah c'est une somme de 1 à 0, c'est une somme vide. Donc ça fait bien 0 et on a bien trouvé notre résultat. Tu es venu juste ici pour avoir l'astuce. Tu n'avais pas le temps, pas plus de temps que ça. Alors je vais te la montrer directement, l'astuce qui permet de faire ce sens direct très très rapidement. Alors tout simplement, ça va être de calculer xt à x transposé de deux manières différentes. Alors on peut d'abord utiliser la formule de la transposée, donc qui nous dit que on va transposer le truc de droite, on va le mettre à gauche, et le truc de gauche, on va le mettre à droite. On va réutiliser ça ici. On obtient AT xt transposé, ça nous donne juste x. Et A transposé, comme A est antisymétrique, c'est égal à moins A. On obtient que xt à x transposé, c'est égal à moins xt à x. Mais xt à x transposé, donc d'une part, c'est égal à quoi? À xt à x. Parce que, je rappelle, on est en présence d'un nombre, d'un scalaire, d'une matrice de taille 1, 1. Donc la transposée, ça revient à obtenir le même coefficient. D'autre part. Et donc au final, ça donne un nombre qui est égal à son opposé. Donc xt à x égale 0. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé.